Chaque pas en avant pour sauver la faune et ses habitats constitue un investissement pour l'avenir. C'est une question de survie pour l'humanité. Aujourd'hui, à l'émission Comme on est vert foncé. Bonjour. Eh bien, bonjour, ça me fait bien plaisir de vous rendre visite à tous les jours de la semaine, que vous soyez à Vancouver ou à Terre-Neuve. Aujourd'hui, on va parler des vers foncés. Moi, ça m'impressionne un peu, parce que je me considère comme étant vert pâle, et je m'explique. Je me préoccupe d'environnement, c'est-à-dire que je fais attention pour pas jeter les papiers à l'extérieur. Je fais attention maintenant pour essayer d'acheter des produits biodégradables, de ne pas tirer la chasse d'eau plus souvent qu'à mon tour, de faire attention à ce que je jette aussi dans le bol de toilette parce que c'est l'eau que je vais boire par la suite. Mais je ne suis pas une spécialiste des questions environnementales. Et aujourd'hui, à l'émission, nous allons recevoir des personnes qui font partie des verts foncés. Et je m'en vais retrouver M. Léopold Quintal. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, qui est un vert foncé qui a reçu de nombreux prix, qui est le président fondateur de la Fondation Héritage Faune et membre du conseil d'administration de la Fondation de la Faune du Québec. C'est en plein ça. Et vous vous préoccupez de questions environnementales depuis plusieurs années. Vous êtes professeur aussi en polyvalente. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à l'environnement? C'est une histoire d'amour, hein? C'est peut-être un cliché, mais c'est une histoire d'amour. C'est mes enfants qui m'ont amené à changer mes comportements. Finalement, j'étais un grand consommateur de faune, donc un trappeur, un chasseur et un pêcheur. Et ma fille, surtout, qui a le très court temps que j'ai vécu avec elle, son très court passage qu'elle a passé en ce monde, m'a permis de m'impliquer différemment pour protéger la faune et ses habitats. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu président de la Fédération québécoise de la faune et que je me suis mis à travailler pour l'acquisition, la mise en valeur, la protection de la conservation et l'éducation en matière de faune et d'habitat. On va revenir sur votre fille. Donc, votre fille vous a fait découvrir la nature. Bien, ma fille, c'était vraiment une grande amante de la nature. À l'âge de 7 ans, elle connaissait toutes les plantes printanières, puis c'était vraiment spécial. Le cadeau de la vie qu'elle m'a laissé, c'est assez exceptionnel. J'ai eu de la difficulté à accepter son départ, c'est-à-dire sa maladie qu'elle a eue, mais l'héritage qu'elle m'a laissé après un certain temps, je me suis dit, elle ne peut pas avoir passé sur la terre sans m'avoir laissé quelque chose. Et ce qu'elle m'a laissé finalement, c'est ce goût de vouloir protéger la faune et ses habitats pour mes enfants, pour les enfants des générations futures. Et c'est un peu ça qu'on fait dans les fondations dont je suis membre. On acquiert des habitats, on améliore des habitats, on restaure des frayères, on fournit l'argent à ceux qui veulent collaborer avec nous à la protection de la faune et ses habitats. On essaie d'éduquer les gens, on finance des projets de recherche. Vous faites de la vulgarisation pour les verts pâles, comme moi. Bien, la vulgarisation, peut-être pas, mais on essaie qu'il y ait plus de sauvagines, plus de poissons, plus d'orignaux, plus de chevreuils pour que les verts pâles comme toi puissent en jouer plus. Mais vous en faites de la vulgarisation avec vos élèves parce que vous travaillez dans une polyvalente. Vous essayez beaucoup de sensibiliser les jeunes à ces questions-là. Ça, c'est difficile, hein, parce que pour arriver à être un bon environnementaliste, un bon écologiste, il faut que ce soit intégré dans ta vie. Et à l'école, c'est le point de départ. Donc, à l'école, actuellement, on essaie de récupérer le papier, on essaie de récupérer les canettes, mais ça a recommencé à tous les 15 jours et on souhaite qu'après l'avoir répété pendant 5 ans, ben, c'est-à-dire la durée du temps où les élèves passent avec nous au secondaire, on souhaite qu'à la fin de leur passage parmi nous, ils vont avoir appris, ils vont avoir cette volonté-là de faire quelque chose pour l'environnement, quelque chose de concret. Parce que les parents, bien souvent, ne sont pas nécessairement très intéressés par ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Les parents, quand au début de l'année scolaire, ils viennent me voir pour la première réunion de parents, ils me disent au Quintal, on t'aime bien, nos enfants trouvent que c'est le fun, tes cours. Puis, la deuxième réunion de parents, ils me disent tout le temps, on t'aimait bien. Parce que là, ils sont obligés de récupérer le verre, ils sont obligés de récupérer le papier, ils sont obligés de changer leur savon, prendre du savon biodégradable. Là, ils m'aiment un peu moins. Mais c'est assez spécial. Il y a beaucoup à faire. Donc, il y a de l'échange des jeunes versus les plus âgés. Oui,
c'est les jeunes qui forcent les parents À changer oui, un peu leur oui. façon de vivre. Parce que on a vécu, nous autres, comme quoi c'était illimité, les ressources étaient illimitées. C'est ça. Aujourd'hui, on essaie d'enseigner aux jeunes que les matières premières, les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Qu'il faut les conserver, il faut les recycler pour pouvoir en avoir pour les générations futures. Et c'est ça le but de nos fondations, le but de tout mouvement écologique, finalement, c'est d'arriver à convaincre les gens qu'ils doivent intégrer ces valeurs-là dans leur vie et commencer dès maintenant à poser des petits gestes. Tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure, mais des petits gestes pour protéger l'environnement. Ben moi, j'ai regardé un petit peu un livre de Mme Marjorie Land qui vit à Toronto. J'aurais voulu l'inviter, mais elle ne parle pas français. Cette dame, ça s'appelle Sauver la planète. Et entre autres, elle disait, au lieu d'utiliser des poudres à récurer, vous pourriez les fabriquer avec du bicarbonate de soude, avec un peu de vinaigre. Elle nous donne des petites recettes là, maison pour pouvoir utiliser davantage, pour faire attention finalement à l'environnement. Ça, mon ami Louis-Paul Allard va pouvoir t'en parler très bien tout à l'heure. C'est sa spécialité, sa fondation à lui se spécialise dans la vulgarisation de petits gestes comme ceux-là. Vous aviez reçu un prix, vous, en 1990. Vous en avez reçu beaucoup, mais un des derniers, là, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, c'était le prix François de Beaulieu-Gourdeau. Qui était-il, ce monsieur? C'était un biologiste, un fonctionnaire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. À l'époque, ça s'appelait peut-être différemment. Mais ça a été François de Bégourdeau a réussi à prouver à tous ses confrères que grâce à des aménagements fauniques, on réussissait à réintroduire des espèces dans un habitat. Donc, ça a été celui, entre autres, qui a permis au saumon d'être réintroduit dans la rivière du Gouffre. Et compte tenu que ce fut le premier au Québec... Un pionnier. C'est ça. Donc, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a instauré le prix François de Bégourdeau et c'est remis à chaque année aux personnes qui s'impliquent au niveau de la protection de la faune et de ses habitats, ou au niveau de l'éducation. Maintenant, il y a un prix pour le meilleur bénévole. Il y a un prix aussi dans le cadre de la semaine de la conservation de la faune, pour l'enfant qui fait la plus belle composition sur la faune ou un problème d'environnement en rapport avec la faune et ses habitats. C'est vraiment une belle distinction. Moi, en tout cas, ça a été pour moi une grande joie de la recevoir parce que c'est la reconnaissance de plusieurs années de bénévolat. Et nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'émission. On s'arrête quelques instants, le temps d'une pause publicitaire. Faut laver notre nouvelle voiture, mon gars! Hé, tu parles d'une belle voiture, Homer, félicitations! Voici la nouvelle Toyota Corolla, plus spacieuse, plus puissante. Pas mal jaloux, hein, Fender? Oh, une petite affaire, je l'admets. Avec le coussin d'air de série côté conducteur et plus d'avantages que jamais. Ah, mais c'est-tu, Homer, j'aime mieux ma nouvelle voiture à moi? T'as une belle voiture? Qu'est-ce que tu racontes? Surprise, voisin! Voici ma nouvelle Corolla familiale! La toute nouvelle Corolla de Toyota. Une heureuse nouvelle dans la famille. Timothy Eaton serait très impressionné du confort sommeil de cet ensemble exclusif à Eaton. Célébration canadienne Beauty of Simmons. À prix avantageux Eaton, à partir de 599 $ l'ensemble, une place. Pourquoi attendre? Profitez des achats avantageux Eaton tous les jours. Moi, j'aime bien me faire plaisir et je trouve ça formidable. Ce qui se passe chez Saint-Hubert. Merci. Regardez-moi ça, Les portions sont plus grosses, plus de poulet. Oui, chez Saint-Hubert, les portions sont plus grosses. Plus de poulet, plus de frites. Et la salade de choux est maintenant servie à volonté. De quoi combler les plus affamés. Saint-Hubert, tu nous donnes le goût. Et puis la salade de choux est servie à volonté. Sublime. Souffrir de migraine, c'est mener un combat contre la douleur, contre une affection invalidante qui diminue la qualité de vie. Mais il y a de l'espoir, car la migraine désormais, ça se soigne. La Fondation québécoise de la migraine et des céphalées peut vous renseigner sur les récentes découvertes médicales. Ne luttez plus seul. Parlez-en à votre médecin et devenez membre de la Fondation en téléphonant sans frais au 1-800-463-TET. Timothy Eaton serait très impressionné par la mode sommeil féminine de nos jours, comme ses tenues de nuit Vanity Fair Eaton, exclusives, en finette de coton brossé, au prix avantageux Eaton de 19,99 $. Pourquoi attendre? Profitez des achats avantageux Eaton tous les jours.
Justement, j'en profite pour souligner la présence de personnes qui viennent de la paroisse Saint-Pie-X. Alors, merci beaucoup de nous rendre visite. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Et l'un de nos prochains invités, Christian Simard, disait justement pendant la pause publicitaire, Léopold, j'ai beaucoup aimé ton témoignage quand tu parlais, entre autres, de ta fille. Puis, j'ai pas osé pousser plus loin dans l'entrevue. Je savais pas si vous étiez prêt à parler de votre fille. Mais je crois que jusqu'à l'âge de 6 ans, vous étiez avec elle, vous pouviez apprendre sur la nature et les fleurs et tout ça. Puis elle a eu une maladie subite. C'est ça, Valérie a fait une encéphalite méningite à l'âge de 7 ans. Mais les 7 ans que j'ai vécu avec elle, c'est un très beau cadeau de la vie. Hein. J'étais tellement près de ma fille, j'adorais ma fille, puis on participait tellement, on communiquait tellement ensemble, on communiquait tellement au niveau de la faune, de la flore, c'était vraiment extraordinaire. Elle vit encore? Elle vit encore, sauf qu'évidemment, elle est, à cause de son encéphalite méningite, elle est restée débile profonde et elle est alitée. Ça a été dur à accepter. Très dur. Par contre, j'ai eu le plaisir d'avoir 2 garçons qui m'aident beaucoup à accepter ma fille et qui sont également très près de la nature et ont vu des expériences extraordinaires ensemble. Bien, restez des nôtres. Je vais aller retrouver 2 personnes, 2 vers foncés qui vont nous parler aussi de leur cheminement. Alors, bonjour, messieurs. Entre autres, Christian Simard, qui est de l'Union québécoise pour la conservation de la nature, et Dr Pierre Coulombe, qui, bonjour, qui est le directeur général de CRIC, qui est le Centre de recherche industrielle du Québec. C'est ça. Vous faites beaucoup de choses au Centre industriel du Québec. On fait beaucoup de choses. Le rôle du Centre de recherche industrielle du Québec, c'est d'aider les entreprises québécoises à être plus compétitives et nous les aidons par le biais de la recherche, du développement, de l'innovation technologique. Dernièrement, vous avez fait parler de vous avec votre plateforme de compostage. Donc, vous avez un volet environnemental. Oui, parmi les 10 axes d'activité que nous avons un axe d'activité qui traite de l'environnement. Et la plateforme que nous avons inaugurée il y a quelques semaines est une plateforme qui vise à nous aider à développer des technologies d'utilisation du compost et qui vise aussi à valoriser une autre technologie d'intérêt pour nous qui est la biofiltration. Si on parlait de compost, tout le monde peut en faire, ça, sur leur Tout le terrain. monde peut faire du compost, effectivement. Lorsque vous faites du compost sur votre terrain, la quantité de matière que vous compostez est relativement modique, réduite. Mais le compost à l'échelle industrielle, c'est une toute autre question. Qu'on pense au compostage des lisiers sur la ferme, qu'on pense au compostage des boues qui proviennent des usines d'épuration des eaux ou encore qui proviennent des usines de pâte et papier. Là, on parle de procédés industriels. Et le but de la plateforme que nous avons développée, c'est très précisément d'utiliser ces procédés industriels. Et d'étudier aussi. De caractériser les composts sur le plan des lixivias, c'est-à-dire des liquides qui s'écoulent de la matière qui composte, pour caractériser, par exemple, la quantité de minéraux, la quantité de produits polluants qui pourraient s'échapper. Le but est de caractériser les composts pour mieux les connaître. Il y a quelque chose d'intéressant avec vous autres, c'est que vous avez fait votre recette expérimentale dans votre cours. Oui, c'est exact. Et c'est d'ailleurs le thème de lancement de la plateforme. On nous a dit que chez nous, c'est à l'inverse du syndrome dans ma cour. On sait que l'environnement, c'est une grande priorité pour beaucoup de gens. Et souvent, c'est une grande priorité, mais ça cesse de l'être quand ça nous touche. Donc, quand on développe des procédés qui doivent se faire chez nous, qu'on pense à des sites d'enfouissement. On veut ça, mais pas dans notre territoire, ailleurs. Alors, vous avez fait ça chez vous, dans votre cours. Et pour ce faire, nous avons dû développer une plateforme qui était sécuritaire sur le plan de l'environnement. C'est ce que nous avons fait, puisque rien de polluant ne s'échappe de notre site. Et à l'égard des odeurs, parce que nous sommes dans un parc technologique où il y a d'autres centres de recherche. Et les odeurs étaient une grande source de préoccupation pour ces gens-là. Alors, nous avons construit notre site pour être certain que les vents étaient favorables et que les vents ne poussaient pas d'odeur dans la direction de nos collègues. Et nous avons développé aussi une technique de traitement des odeurs. Les odeurs sont traitées parce que nous avons un site d'entreposage des matières premières où sont finalement une grande partie des odeurs. Nous traitons ces odeurs-là par biofiltration, de sorte que les odeurs qui s'échappent ne produisent pas d'odeurs nauséabondes pour nos collègues. Vous êtes des saints? Non, nous ne sommes pas des saints, mais nous avons quand même le respect de nos collègues de travail, effectivement. Qu'est-ce que vous faites, Christian Simard, à l'Union québécoise pour la conservation de la nature?
Bon, un paquet de choses. L'Union existe depuis 11 ans maintenant. C'est commencé beaucoup sur la protection d'espaces menacés, d'espaces naturels, qui étaient menacés, entre autres, sur les bâtures de Beauport dans la région de Québec, qui devaient, à ce moment-là, où devait passer une autoroute. On s'est dit, il y a peut-être moyen qu'elle ne passe pas directement sur des milieux, sur des habitats qui sont très productifs pour la faune. Et devant ça, les groupes étaient habitués d'aller un peu chacun de leur côté, tout seuls. Et ils ont décidé de faire un front commun. Et de là est née l'Union québécoise pour la conservation de la nature. Vous aussi, vous avez fait parler de vous autres récemment. Il y a eu la présence de M. Robert Redford qui... Hein? Oui, on a des sympathisants d'un peu partout dans le monde. Et heureusement, on en a un qui vient de Californie, qui est assez connu, qui nous a donné un bon coup de main. On travaille beaucoup, entre autres, sur le Saint-Laurent. On fait Pourquoi vous autres, plus que la Fondation québécoise en environnement de Louis-Paul Allard, là? Parce que je suis plus beau. Non. Et que les gens se ressemblent, s'attirent comme ça, donc étant du calibre de M. Redford. Non, sincèrement, ça n'a pas de rapport avec l'esthétique des dirigeants de l'UQCN. Non, on travaillait sur le Saint-Laurent. Ils étaient intéressés à appuyer un organisme qui travaille au niveau de la conservation des rivières. Et comme on avait un programme très fort sur le Saint-Laurent, c'est pas ma ressemblance personnelle avec M. Redford qui a influé non plus. J'ai souvent dit ça aux gens, les gens étaient estomaqués, c'est parce qu'ils me ressemblent. Ils me regardaient un petit peu de travers. Non, ils désiraient très sérieusement appuyer un organisme de conservation de rivières. On a un large programme sur le Saint-Laurent. Ils voulaient découvrir le Saint-Laurent et c'était comme une association naturelle un petit peu. Vous avez une revue? Oui, on publie le magazine Franc Vert. Vous avez pas nécessairement la dernière parution que je n'ai pas amenée. Et on publie même des trucs de vulgarisation un peu grand public, comme un calendrier de sciences naturelles que vous avez aussi, je crois. Oh, je vais montrer ça. Là, oui, ici. Et attendez, je vais trouver une belle image. Là. Oui, il y en a beaucoup à l'intérieur. Si vous voulez aider l'UQCN, un moyen, des fois, là, sans que ça coûte une fortune, en même temps, vous avez un calendrier qui vous donne un petit peu de conseils sur la conservation de la nature et des indications. Donc, c'est une manière de nous aider, bien sûr. Est-ce que dans votre vie, vous êtes un vert foncé? Dans ma vie, j'essaie, mais pas toujours. Je ne suis pas nécessairement le plus vert. J'essaie. Souvent, on est cordonnier mal chaussé. Hein? J'habite en ville, j'ai 2 enfants, je ne peux pas faire autant de plein air que je voudrais, mais j'essaie au niveau de la consommation et je vous ressemble beaucoup à ce niveau-là. Dans votre quotidien, oui? Dans mon quotidien, ce que j'essaie, c'est d'avoir la poubelle la plus maigre en ville. Et donc ça, c'est pas facile en ville. Non, c'est pas facile d'avoir des choses, donc un peu d'utiliser moins d'eau, de recycler autant que possible. Bon, c'est pas toujours facile dans la vie frénétique qu'on a. On n'a pas toujours les facilités, même au niveau municipal. Chez nous, même si je voulais récupérer ou faire attention avec les produits domestiques dangereux, les fonds de peinture, les bouteilles de solvant qu'on a, je suis obligé encore de les jeter parce qu'il n'y a pas de programme de récupération encore de ces produits-là. Le recyclage est encore récent dans la ville de Québec. Donc, je fais autant que je peux. Mais moi, je pense là-dedans, c'est de faire un effort. C'est surtout prendre conscience qu'on doit peut-être acheter, favoriser des produits qui sont moins dommageables pour l'environnement. Ça, c'est important parce que c'est le consommateur a beaucoup à dire là-dedans. Hein. Il indique à la corporation, je veux... Exactement. Et ce qui serait normal aussi, c'est que les produits qui polluent moins coûtent moins cher. Et ça, c'est des choses qu'on devrait, à la limite, même nous, on pense qu'on devrait peut-être même taxer les produits qui sont plus polluants et même, à la limite, aider, subventionner des produits moins polluants pour que ça devienne, si vous voulez, sur le marché attirant. Ça, on essaie de faire ça. J'essaie de faire ça personnellement. Je pense que vous essayez vous aussi. Et ça, c'est prometteur pour l'avenir. Vous, Dr. Coulombe, parce que vous êtes un ingénieur, mais vous avez fait un doctorat en médecine expérimentale. Est-ce que vous êtes tellement occupé, est-ce que vous avez le temps de vous préoccuper de l'environnement dans votre quotidien? Vous savez, si j'ai pas beaucoup de temps de me préoccuper de l'environnement, je peux vous dire que mes 2 filles, elles, s'en préoccupent pour moi. Et, pour vous? Oui, je crois que c'est intéressant parce que les jeunes, notamment les jeunes du primaire, à mon sens, sont beaucoup sensibilisés à la préoccupation environnementale. La conservation de l'eau, par exemple, ou encore le tabagisme, les résidus. Nos enfants... Le tabagisme, c'est-à-dire, est-ce que vous fumez? Non, je ne fume pas, moi. Non. Ah bon. Non, mais les enfants sont très préoccupés de ça. Donc, je pense que nos enfants, pour nous qui sommes quelques générations plus vieux qu'eux, nous aident beaucoup dans ce sens-là. Et je crois que les écoles font de plus en plus d'efforts pour sensibiliser les jeunes à la conservation et à la problématique de l'environnement et de la pollution. Donnez-moi des exemples de ce que vos filles font lorsqu'elles vous sensibilisent. La conservation de l'eau, par exemple. Vous savez, on est habitué à ouvrir le robinet d'eau, comme vous le disiez au début de votre émission, tirer la chaise d'eau aussi souvent que faire se peut. Alors, je dois dire que ma plus jeune fille est très préoccupée de ça, et quand elle se brosse les dents, elle ne va prendre que la quantité d'eau requise. Et si moi, j'utilise l'eau, j'ouvre le robinet, durant tout le procédé, elle me dispute et elle ferme l'eau. Elle va même jusqu'à cacher les clés de son auto. Non, elle ne va pas jusqu'à cacher les clés de l'auto, mais je dirais que les enfants nous sensibilisent davantage, nous les adultes, à cette préoccupation de conserver l'environnement.
Je vais donner l'adresse de l'émission, si vous le permettez, pour les gens qui auraient envie, entre autres, de nous soumettre des idées ou même de nous rendre visite. Tenez, j'ai un exemple. Vous vous acceptez tel que vous êtes, vous avez envie d'être invité à bord de cette émission. Nous allons faire une émission pour vous, avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, mais vous devez nous écrire et nous dire ce que vous avez accepté dans votre vie. Alors, vous écrivez à Radio-Canada, comme on est, case postale 277 Trois-Rivières, G9A5, G3. Et si vous avez envie de nous rendre visite en studio parce que nous avons un public presque quotidiennement, vous entrez en communication avec Micheline, code régional 819-377-1441. Si vous êtes de passage de Vancouver, que vous avez envie de venir faire un tour à Trois-Rivières, vous êtes toujours les bienvenus. On s'arrête quelques instants. La nouvelle Asuna GT, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Michel Leblanc, 33 ans, professeur. En matière de prêt personnel, la position de la Banque de Montréal est claire. Comprendre les besoins des clients, garder leurs demandes confidentielles et leur répondre le plus vite possible. J'ai obtenu le montant que je voulais, disait Michel Leblanc. Et je me suis senti respecté en tant que client. Ils ne sont pas là pour me juger. On a besoin d'eux, d'accord? Mais la banque aussi a besoin de nous. À la Banque de Montréal, au-delà de l'argent, il y a les gens. La nouvelle Sunfire d'Asuna, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Une dose de bien des sirops contre la toux n'est efficace que quelques heures. Contact a donc mis au point des nouveaux et pratiques Cap2. Chaque caplet donne jusqu'à 8 heures de soulagement sans somnolence. Cela peut vous permettre de passer la journée sans tousser et la nuit à dormir. Les nouveaux Cap2 DM de Contact soulagent tout le jour, toute la nuit. Dire qu'il fallait payer environ 40 000 $ pour se sentir en sécurité dans une voiture, c'était avant la Saturne. Avant ces options telles les freins anti-blocage et un système unique de traction asservie offert sur une voiture de moins de 12 400 $. Avant son sac gonflable en équipement de série sur tous ses modèles, sans exception. Avant ses 44 brevets. Désormais, la sécurité n'est plus un luxe, c'est une priorité. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces. Cette semaine, Juste pour rire dépasse la mesure. Un lion gigantesque, bondi sur moi. Je trouve que tout ça est très exagéré. Daniel Lemire anime cette extravagante édition de Juste pour rire, dimanche 19h30. Ça y est, Clip, on a fini de préparer nos cadeaux pour offrir aux enfants des Mini à Noël. Fais comme nous, apporte ton cadeau aux Galeries de la Capitale. Le mercredi 11 novembre. On sera là, hein, Kim? Et il y aura des surprises. Ils ont du mot, ces verres foncés-là. Louis-Paul, alors? Comment ça va, mon beau Louis-Paul? Faut que je t'embrasse. Mais t'es bien encore une fine. fois. Depuis quand t'es vert foncé, toi? Ben, je suis vert pâle un peu quand même. C'est parce que Léopold avait une grosse barbe, elle avait peur un peu. Non, c'est parce que je connais Louis-Paul depuis plus longtemps. Depuis quand t'es vert foncé? Ben, pas. Moi, je me qualifie pas de vert foncé, vert pâle ou vert. Je me qualifie de quelqu'un qui se préoccupe de l'environnement. Ben, depuis. Je suis né à Lac-Mégantic, je dis toujours la même histoire. Je suis né en pleine nature, où on pouvait à l'époque prendre de l'eau dans le lac. Bon, on voyait ça, cohabiter ensemble, chevreuil, orignaux, ça existe encore, mais je veux dire, il reste que quand on s'en va dans les grandes villes après, on s'aperçoit que c'est de plus en plus rare, cette denrée-là, qui était pour nous acquise quand on venait au monde dans ces coins de pays privilégiés-là. On pensait que c'était partout pareil sur la planète. C'est étonnamment de la nature, tellement aller à la pêche, à la chasse avec Roger Beaulieu. Bon, c'est connu. C'est ça. Hein? Ben, Roger Beaulieu est encore vert foncé, vous savez, c'est sûr. Il est toujours vert, Roger. Mais c'est un peu le fait que de se rendre compte que ce qu'on a, puis ce qu'on aime, est en train peut-être éventuellement de disparaître. Et c'est ça qui fait que c'est pas une passion, l'environnement, c'est une préoccupation. Puis essayer de dire, ben, ce qu'on peut faire, on peut le faire. L'autre danger dans ça, c'est de porter les stigmates, de dire on est les responsables, on est les grands coupables sur la planète,
il ne faut pas vivre l'environnement et je pense la détérioration de l'environnement de façon triste. Je pense qu'il faut pas vivre... de religion, Non, il faut vivre ça de façon positive. Si on vit ça en coupable, puis en quelqu'un qui fait du carême, puis qui souffre de ça, je pense qu'on a la meilleure chance de faire abandonner ce qu'on appelle l'engagement des gens pour une meilleure qualité de vie. Parce que toi, tu n'es pas le genre à souffrir. Tu n'aimes pas souffrir. Ben, j'aime pas souffrir. On souffre comme tout le monde, mais je veux dire, c'est pas une question de se pénaliser, de se culpabiliser vis-à-vis ça, parce qu'on n'est pas les seuls responsables là-dedans. Et ça a été beaucoup par de la négligence, ça a été beaucoup par ignorance aussi, principalement par de l'ignorance qu'on a fait que par de la négligence. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut que les gens portent pas eux-mêmes le poids de tout ça, mais qu'on se dise, bon, on voit les jeunes qui sont en train de, littéralement, de comprendre différentes choses différemment que nous les avons comprises. Et ça, c'est bien sûr un travail de longue haleine. Ce qui est frustrant là-dedans, c'est de penser que nous, on va le régler, alors que nous, on ne le réglera jamais. On peut régler des petites choses. C'est un travail à long terme. Il y a Léopold Quintal, je suis en train de faire un lapsus, Léopold Quintal qui disait que tu étais pour nous donner des recettes. Que tu étais bon là-dedans. Ben, des recettes, il y en a des centaines de recettes et des milliers de recettes d'ailleurs. Ils en ont tous donné, puis je pense qu'elles sont tous valables. Il faut trouver des recettes qui nous conviennent. Ça, c'est la première des choses, parce que si on trouve des recettes qui ne nous conviennent pas, déjà, on va lâcher. Mais encore faut-il avoir les ingrédients. Oui, mais les ingrédients, ils existent. Ils existent. Il y a tellement de volumes et de publications là-dessus. On lit pas, je sais, les gens lisent moins. Paul, ta fondation n'a pas vulgarisé, n'a pas publié des documents, des dépliants pour dire aux gens, dans ta cuisine, tu as tout ce qu'il faut pour nettoyer ton lavabo, ta toilette. On a 2 petits livres de 50 conseils. Ils ne sont pas là-dedans. Je ne les ai pas apportés. Moi aussi, je suis comme tout le temps mort. Je ne suis pas un bon vendeur. Je ne les ai pas apportés, mais 50 façons de sauver la planète et 50 trucs pour sauver la planète. Alors, ça s'adresse les premières 50 façons pour les enfants, les plus jeunes, et 50 trucs pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur démarche. Alors ça, c'est disponible chez nous à la Fondation québécoise de l'environnement. Les gens qui voudraient les obtenir peuvent s'adresser à nous, mais c'est aussi en vente dans les grandes librairies. Donc, 50 trucs-là. Moi, je dis aux gens, on a publié aussi des dépliants sur les façons, des petits dépliants, 10 trucs. Je dis aux gens, changez pas toute votre vie. Changez peut-être 10 habitudes de votre vie là, au cours des 5 prochaines années. Vous allez voir, changez-en 10, vous allez voir que c'est énorme. Quelles sont-elles, ces habitudes-là? D'abord, moi, on parlait de chasse d'eau, mais moi, je vais parler du foyer. Bon, le foyer à la maison, les gens s'en servent comme incinérateur. Les gens mettent tout là-dedans en disant, bon, ouais, donc, ça brûle, ça s'en va. Alors que ça, c'est un défaut, on ne devrait pas faire ça. Alors, en partant du foyer, quand on ne veut pas tout jeter dedans, on dit, pourquoi je ne peux pas tout jeter dedans? Là, ça fait partir de l'autre réflexe de qu'est-ce qu'on achète? Bon, les fêtes d'enfants, les assiettes en plastique, ou les assiettes, bon, en papier, en styrofoam, quand on peut les traiter en adultes, les enfants, puis ils vont être très, très heureux de ça. Bon, ça, on a des lave-vaisselle? C'est plein de la façon, les ampoules que vous achetez, les lave-vaisselle. Et maintenant, il y a un organisme qui s'appelle l'Écologo. Vous pouvez aller acheter des produits qui ont le crest Écologo. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y en a. Donc, les études ont été faites pour dire que quand vous achetez ce produit-là, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est le choix le plus amical vis-à-vis de l'environnement. Il n'y a rien de parfait, puis le risque zéro n'existe pas dans aucun domaine. Mais quand on trouve pas Écologo, là... Oui, c'est ça, c'est 3 colombes, c'est marqué choix environnemental. Ça, c'est plus sûr comme choix parce que c'est testé. Parce que malheureusement, des fois, des entreprises font leur propre logo en disant qu'ils sont parfaits. C'est mieux que c'est quelqu'un d'autre qui le dise que l'entreprise elle-même, là. C'est plus sûr. Donc, il y a ces 3 petites colombes-là. Ce qui est important aussi, c'est de se poser la question, je pense, Louis-Paul, c'est si tout le monde fait ce que je fais, si je laisse couler de l'eau chaude pendant 10 minutes, pendant le temps que je cherche mon torchon, là, si tout le monde fait ça, une gaspille d'eau, un traitement incroyable, un coût social incroyable, puis aussi, quand il y a des gens qui n'ont pas d'eau, qui courent pendant des kilomètres en Afrique pour chercher un seau d'eau, mais que ce gaspillage-là d'une matière première importante, c'est de penser, si ce que je fais, tout le monde le faisait sur la planète, qu'est-ce qui se passerait? C'est à un moment donné, on se pose cette question-là, est-ce que ce que je fais peut être soutenable si tout le monde faisait ça? C'est du civisme, un peu que nos mères avaient quand ils réutilisaient. Nos grands-mères faisaient ça, quand ils ramassaient les bouts de corde pour faire des lavettes, ramassaient le vieux savon pour faire le vieux suif pour faire du savon. C'était ça qu'ils faisaient. Là, ils nous vendent l'idée du réducteur d'énergie au niveau de la douche. Là. Oui, de la pomme de douche, oui. C'est bon, ça. Oui, c'est bon, c'est sûr que c'est bon. Les thermostats réglables, c'est très bon. Mais on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens qui les utilisent. C'est parce qu'on a tellement de problèmes aux gens, qu'on leur offre tellement de solutions que les gens sont un peu perdus. C'est pour ça que je dis aux gens, return to basics, square number 1. Choisissez-vous 3 choses. Commencez par 3, je disais 10 tantôt. T'es rendu à 3. 10 sur 5 ans. 10 sur 5 ans. Il va vous dire de rien 10 sur 5 ans, c'est très bon. Mais commencez par 3 choses. 3 choses que vous allez soutenir, que vous allez faire.
Ça peut être l'eau, ça peut être le compost à l'arrière de sa maison, c'est une très belle chose aussi. Ça peut être l'électricité, ça peut être les phosphates, ça peut être le choix d'aliments en vrac, au lieu de toujours aller chercher un emballage régulier pour chacun de vos petits produits que vous achetez. C'est plein de choses à faire. Puis c'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, faites ça, ça leur convient peut-être pas. Leur dire, renseignez-vous, puis regardez ce que vous pouvez faire, qui vous convient, qui fait que vous changez les choses, et vous allez être heureux de les changer, ces choses-là. Il ne faut pas que ça soit un gun dans le dos, puis... moi, j'en ai un gun dans le dos, là, parce qu'il faut que j'aille une pause publicitaire. Je connais ça. On va sticker notre nouveau char, mon gars. Félicitations, mère. Je te dis que tu t'es payé un soda de beau char, là, toi. Voici la nouvelle Toyota Corolla, plus spacieuse, plus puissante. Pas mal jaloux, hein, flatteur? Ah, juste une petite affaire, pas trop. Avec le coussin d'air de série côté conducteur et plus d'avantages que jamais. Tant qu'à moi, au moins, j'aime bien mieux mon nouveau char. Ah oui? Quel nouveau char, tu m'en as? Surprise, le voisin. Je viens de m'acheter la nouvelle Corolla familiale. La toute nouvelle Corolla de Toyota. Une heureuse nouvelle dans la famille. Vous avez vu? C'est Jean-Guy, le gars de la quincaillerie. La semaine passée, vous ne l'auriez pas vu. Il y avait assez de buée dans mes fenêtres, on voyait rien. Mais Jean-Guy, lui, a vu le bobo. Gérard, t'as trop d'humidité, qu'il me dit. Ta maison est tellement bien isolée qu'elle manque d'air. Je lui dis, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, tu vas t'installer un échangeur d'air à récupération de chaleur Venmar. Avec ça, tu vas contrôler ton humidité puis tu ne perdras pas toute ta chaleur. Je lui dis, parle-moi donc du service puis de la garantie. Il me dit, faites-moi-en pas, mon Gérard. Tu peux respirer, c'est un Venmar. Pourquoi travailler quand on peut faire travailler les autres? Moi, pour nettoyer la toilette, j'utilise 2000 chasses d'eau. Ça nettoie comme un javelisant et ça désodorise automatiquement la toilette durant 2000 chasses d'eau. 4 mois! On ouvre le réservoir, on tire la languette, on laisse tomber la rondelle sous le flotteur. C'est tout! On sait ce produit-là, ça rend brillant. 2000 chasses d'eau. C'est votre assurance toilette nette jusqu'à 4 mois. La Liberté vous dit merci. Venez signer la plus grande carte de souhait au monde et courez la chance de gagner 125 $ par jour, 4 000 $ chaque semaine en certificat cadeau, une fourrure de 5 000 $, 4 jours à New York au Vista International, dîner de Saint-Valentin au sommet de New York. Cette semaine, la personne gagnante choisira une valeur de 4 000 $ à la seule boutique Simon Chang à Québec. Fêtez les 125 ans de la Liberté et envolez-vous vers la statue de la Liberté avec le soleil et CITF Rock Détente. Notre dernier invité, je peux vous dire que c'est un vert foncé. Je l'ai connu il y a quelques années lors d'émissions de télévision. C'est Dr Serge Mongeau qui a, je pense, plus de 20 ans, a décidé d'incorporer les médecines douces à sa pratique. Et il est ici aujourd'hui pour nous parler de sa façon de vivre. Il fait partie des Amis de la Terre. Bonjour Serge, ça va bien? Bonjour, oui. Les Amis de la Terre, ça existe dans plusieurs pays. Au moins une trentaine de pays. Puis ça existe ici au Québec aussi depuis 1978. Ça a été fondé par Michel Jourdan à Québec et ça s'est répandu dans d'autres villes. Maintenant, il y en a à Montréal, à Sherbrooke et à l'île d'Orléans. Moi, je fais partie de ceux de Québec et de ceux de l'île d'Orléans aussi. Et les Amis de la Terre, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Bon, je pense que par rapport à d'autres groupes qui font beaucoup de recherche et de sensibilisation, nous autres, on est finalement un peu du monde ordinaire. On n'est pas des spécialistes, on est des gens qui essaient d'incorporer véritablement les valeurs écologiques dans nos vies. Puis on se préoccupe de changer des choses dans nos vies, puis on se préoccupe aussi de ce qui se passe au niveau public, parce qu'on est aussi un mouvement de pression important. Et ce qui nous préoccupe, c'est la qualité totale de la vie. C'est pas juste à ce moment-là, nous, de sauver les baleines, c'est important ça, mais c'est pas juste à ce moment-là la nature, c'est aussi notre insertion dans la nature. Donc, c'est la qualité de vie totale. Donc, on va s'intéresser, par exemple, à la démocratisation dans nos villes, à la participation des gens, donc à la création des conseils de quartier, par exemple, et tout ça. Ça fait quoi, ça, au quotidien, dans le concret, là, quand on se préoccupe, là, quand on est dans l'environnement? Qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ta vie? Je sais que ça fait une couple d'années que tu as changé beaucoup de choses. Moi, j'y suis arrivé un peu à changer des choses par des préoccupations de santé. J'écrivais beaucoup, je réfléchissais sur la santé. Et à un moment donné, je me suis dit, bien, ça ne sert à rien, finalement, de faire de l'exercice, de bien manger, quand en même temps, je respire de l'air qui est irrespirable, quand en même temps, il peut me tomber une bombe nucléaire, ça
sur la tête, quand il y a de l'irradiation dans l'air, et que tout ça, ça me rejoint que je fasse n'importe quoi. Donc, j'ai commencé aussi à parler d'environnement. Et dans ma vie, j'ai changé beaucoup de choses. Par exemple, ça fait des années que je fais du jardinage biologique et que je mange la plupart de mes légumes, je les produis, que je fais évidemment du compostage. J'ai même, dans notre maison, on a même installé une toilette sèche une toilette sèche qui fait qu'on n'a pas besoin d'eau, ça ne va pas à ce moment-là dans les égouts et on récupère nos rejets domestiques et on les incorpore dans le compost à ce moment-là. Donc, c'est toutes des choses comme celle-là. C'est vert foncé sur certains, je veux dire. C'est pas... Dans tous les sens du mot. Non, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui vit comme ça. C'est pas tout le monde. Les voitures, les automobiles, c'est un automobile pour te déplacer. Moi, j'ai pas d'automobile. Ma blonde en a un. Je l'emprunte. Bon, je suis pas venu à la bicyclette aujourd'hui, mais la plupart de mes déplacements, je les fais en autant que possible à bicyclette ou à pied. Ou en transport en commun. Par exemple, je demeure à l'île d'Orléans, je travaille, j'ai des choses qui se passent à Montréal, je prends toujours l'autobus, jamais je prends l'automobile pour aller à Montréal. Donc, j'essaie à ce moment-là de prendre toujours la solution de déplacement la plus écologique possible. Tu n'iras pas jusqu'à un moment donné te promener avec un sac de plastique sur la tête, parce que ça s'en vient, il y a des dentistes qui travaillent comme ça. Je veux dire, tout est tellement stérilisé, tout est tellement, là, je veux dire, à un moment donné, à force de vivre comme ça, on ne devient pas... Ça a l'air... Écoutez, je ne suis pas un maniaque, là, puis les gens disent, écoute, par exemple, les gens vont être gênés de prendre un café devant moi ou je ne sais pas quoi, alors que j'aime beaucoup le café. J'essaie de vivre. Il s'agit de vivre, puis il s'agit de se préoccuper de la qualité de vie. Puis moi, je pense que, et c'est ça qu'on essaie de faire passer. Je pense qu'on pourrait vivre d'une façon qui soit saine et qui permette à l'environnement de continuer à être comme il faut, et tout en faisant une meilleure vie. Moi, je pense qu'on a fait des mauvais choix dans notre société. On a fait des choix de consommation, et ça nous semble des choix plus faciles, mais c'est des choix où on est perdant. Je vous donne un exemple. L'utilisation de l'automobile, finalement, ça coûte cher, donc on est obligé de travailler beaucoup pour se payer une automobile. Ça fait qu'on est obligé, on prend son automobile pour aller faire du jogging ou pour aller faire du workout ou n'importe quoi. On est obligé de faire de l'exercice en plus parce qu'on en fait de moins en moins. Et ça fait que, évidemment, on pollue l'environnement alors qu'on pourrait avoir des moyens. Par exemple, voyager... Tu n'es pas contre les automobiles, tu es contre le fait qu'on en ait 3 par famille. D'une part... On reste trop loin de nos endroits où on travaille, ce qui fait que des fois, dans notre qualité de vie, de prendre 1h30 le matin pour aller travailler, puis 1h30, après ça, tu n'as plus de temps de loisir avec ta famille. En plus de détruire l'environnement, moi, j'ai été pris ici parce que ça m'est arrivé d'aller chercher des gens à Mirabel, puis quand tu es pris au-dessus d'un pont pendant 1 heure sur la rivière des Prairies, mais tu as l'impression, là, il y a quelque part où là, il y a du gaspille quelque chose, là, puis se tue quelque chose, mon temps, mes nerfs, mais aussi l'environnement autour. Est-ce que c'est une façon de vivre à long terme? Est-ce que c'est une chose... Je pense qu'il ne faut pas vivre avec des sacs ou aseptisés. Il faut s'assurer que l'air soit assez bon pour qu'on n'ait pas besoin de s'isoler du monde. Il ne faut pas sortir du monde. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'à un moment donné, on a fait des mauvais choix de consommation? Oui, je pense que le problème, finalement, c'est qu'on consomme beaucoup. Donc, en consommant beaucoup, on gaspille beaucoup. C'est ça le problème de la société. Tout à l'heure, vous avez mentionné plein de petits détails qui nous permettraient de gaspiller moins et évidemment consommer un peu moins. Et retrouver peut-être pas aller jusqu'à l'extrême, mais faire des petites choses concrètes pour l'environnement qui éviteraient ce gaspillage. Oui, mais je pense que les petites choses, c'est pas suffisant. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'il y a des façons de vivre dans notre société qu'il va falloir à un moment donné qu'on change. On est vraiment dans une société où notre sécurité, on l'acquiert en pensant qu'en achetant de plus en plus, en possédant de plus en plus de choses, c'est comme ça qu'on va être heureux. Alors qu'on peut être heureux, par exemple, en étant avec du monde, ça coûte pas cher. En partageant avec des gens, en vivant, en fêtant, en faisant des choses comme celle-là, et non pas en nous isolant comme on le fait actuellement, en ayant chacun sa piscine dans sa cour. Moi, je connais des gens qui ont une piscine dans leur cour, puis qu'à un moment donné, ils étaient plus heureux quand ils n'avaient pas, parce que quand ils n'avaient pas, ils étaient obligés d'aller chez le voisin, puis ils s'amusaient avec les voisins en même temps. Tu as une pensée zen, toi. Finalement, c'est la globalité. C'est l'être humain dans sa globalité avec la spiritualité. C'est une vision globale. À partir de l'instant où tu vas avoir fait des petites choses, puis que ça va être intégré dans ta vie, tu vas vouloir faire des plus grandes choses. Puis tu vas vouloir pousser sur tes hommes politiques, que ça arrête d'être politisé, l'environnement, je pense que c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Je pense que c'est pas vrai seulement les petits trucs. Parce que les lois, il faut qu'elles changent aussi.
c'est pas seulement de la faute aux industries, mais c'est aussi leur responsabilité. Chacun, non pas d'un point de vue coupable, je suis très d'accord avec Louis-Paul alors qu'il ne faut pas jouer au curé là-dedans, là, puis se rentrer des couteaux, là, puis d'être comme ça. Non, mais chacun son bout à faire, mais chacun doit le faire. Le gouvernement doit suivre les désirs des citoyens, mais les citoyens font des gestes, puis ça, il faut le faire. M. Goulard, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là? Vous ne dites pas un mot, vous êtes bien sérieux, vous nous Je crois écoutez. que vous avez raison. Je pense qu'on vit dans une société de consommation. On vit dans cette société de consommation depuis plusieurs générations. Vous qui travaillez avec les industries? Oui, les industries avec lesquelles on travaille sont préoccupées de l'environnement. Il faut dire que ce sont plutôt de petites entreprises et à l'égard des travaux que l'on fait en environnement, ce sont aussi des petites entreprises ou les gouvernements. Mais je ne crois pas qu'on va changer du jour au lendemain la société pour l'amener dans une société qui était celle, par exemple, de nos grands-parents. Je pense que les moyens de vie que nous nous sommes donnés ne disparaîtront pas. Ce qu'il va falloir sans doute faire, c'est apprendre à vivre avec ces moyens-là et développer des alternatives. La conservation, par exemple, d'énergie au Québec s'est améliorée beaucoup. Il y a Pierre-Marc Johnson qui m'avait dit une fois, il y a à peu près 2 ans, chez nous, on a seulement une voiture et je la partage avec ma femme parce que je suis préoccupée par l'environnement. Ça m'avait étonné à ce moment-là, mais je comprends. Mais moi, je ne crois pas qu'on en vienne à ne plus avoir de voitures, par exemple. Non. On aura peut-être des voitures qui consomment moins d'énergie. On a un projet, entre autres, qui est un projet de marketing vert, c'est qu'on dit... On va continuer cette conversation-là une autre fois, mais l'émission est terminée, sinon on va s'en aller un peu plus tard dans les démons du midi. Alors, au revoir, à demain, merci beaucoup. On va leur faire un coup. Merci.